2 films. Il aura suffi de 2 longs métrages pour que Bong Joon-ho s'impose comme un des prodiges du cinéma coréen et de sa génération. Beaucoup de réalisateurs auraient joué La Sécurité. Peut-être une comédie dramatique intimiste, mêlant l'humour et l'émotion de ses 2 projets précédents. Et pourquoi pas un nouveau film d'enquête ? D'autant que le polar coréen rapportait gros au début des années 2000. À vrai dire, ça reste un des genres les plus vendeurs dans le pays. Sauf que Bong Joon-ho et la facilité, ça n'a jamais fait bon ménage. Le cinéaste est bien décidé à prendre son public par surprise et surtout à prendre d'énormes risques. Il revient donc avec un film de monstre qui coûte près de 12 millions de won, soit plus de 10 millions de dollars de budget. Dit comme ça, on peut trouver que c'est peu, mais à l'échelle des standards de production de l'époque en Corée du Sud, c'est énorme. À peine remis d'une première consécration, Bong Joon-ho remet donc tout de suite sa réputation en jeu pour un projet auquel même certains de ses proches ne croient pas. En interview, il admettra plus tard que des amis bien intentionnés lui ont dit de ne pas gâcher son talent avec un genre aussi stupide que le film de monstre. D'autant que le monstre coûtera près de la moitié du budget total du film. Si le travail commence avec Weta Workshop en Nouvelle-Zélande, le célèbre studio s'avère rapidement trop coûteux, et Bong Joon-ho travaillera finalement sur les effets numériques avec la boîte américaine The Orphanage. Sur les 180 plans prévus pour le monstre, le cinéaste finit par en sacrifier 60, histoire de garder un budget raisonnable et sous contrôle. La volonté de faire un monstre relativement petit, pas beaucoup plus gros qu'un camion, vient du cinéaste qui voulait absolument éviter une créature capable de réduire la ville en cendres. Cela vient rejoindre l'idée de drame intime qui se joue dans l'antre de la bête au sein des égouts. Comme pour Memories of Murder, l'idée derrière The Host viendra d'un fait divers. En 2000, un employé des pompes funèbres travaillant pour l'armée américaine aurait ordonné que soit versée une grande quantité de formaldéhyde dans les eaux de la rivière Han, à Séoul. Et c'est exactement le point de départ de notre film. En 2000, un officier de l'armée américaine ordonne que soit versée une grande quantité de produits chimiques dans la rivière Han. En revanche, la grosse modification par rapport aux faits divers, c'est que dans le film, 6 ans après ces faits, un monstre né de ces produits chimiques surgit de la rivière, fait de nombreuses victimes et prend en otage une fillette nommée Yeon-seo. Le reste du film nous racontera comment son père, son grand-père, son oncle et sa tante se lancent à sa recherche. La première chose qui saute aux yeux quand on lance The Host, c'est à quel point Bong Joon-ho ne respecte pas une des conventions de base du genre. Non seulement il nous dévoile son monstre intégralement dès les premières minutes, mais il le fait en plein jour, sous un soleil idéal. L'idée pourrait sembler catastrophique. Impossible de recréer une tension mystique autour de sa créature, impossible de nous terrifier à l'idée de nous la montrer, puisqu'on a déjà eu le temps de la voir sous tous les angles dès les 10 premières minutes. Mais ça serait mal interpréter le principe de base du film. Ce qui intéresse le cinéaste, ça n'est pas le monstre en tant que figure mythologique, ou un héritage d'un quelconque cinéma d'horreur classique. En démystifiant consciemment sa créature avant même de lui avoir donné la moindre once de mystère, Bong Joon-ho nous envoie un message clair. Ce qui l'intéresse, c'est comment notre famille dysfonctionnelle va réagir à l'arrivée du monstre. La créature et le genre du film ajouteront évidemment un sous-texte important, mais c'est surtout l'humain qui intéresse le cinéaste. Comme pour ses précédents films, l'auteur s'intéresse à des figures tragico-comiques, des perdants magnifiques dont il ne nous cache aucun défaut. Si le film de monstre hollywoodien est souvent dominé par des héros militaires, virils, des scientifiques de génie, des pères de famille dévoués et des mères courage, The Host nous montrera tout l'inverse. Une famille de classe moyenne, dysfonctionnelle, qui peine à communiquer. Notre héros est un père porté sur la boisson, incapable de comprendre les besoins de sa fille, paresseux, pas franchement très malin. Un personnage banal, voire carrément pathétique, incapable de prendre sa vie en main, et qui doit subitement sauver sa fille en défiant les médecins, la police, l'armée et un monstre tentaculaire. Je crois que j'ai une inclination à me concentrer dans mes histoires sur des personnages faibles et stupides qui traversent des épreuves très compliquées. Plus la situation est difficile, plus les personnages paraissent faibles. Et je crois que c'est un excellent moyen de stimuler du drame qui va au-delà des frontières narratives habituelles. Du côté de la mise en scène, on retrouve certains classiques du cinéaste. Les plans jouant sur différentes échelles, les travelling latéraux pour capturer le mouvement en plein cœur de l'action, ou encore les gros plans de réaction qui nous transmettent le ressenti des personnages au plus près.
Cependant, une esthétique bien plus lumineuse se dégage de ce film, à l'instar de l'apparition du monstre en plein jour pour une séquence ensoleillée. Malgré les nombreuses parties se déroulant de nuit, on retrouve toujours le blanc aveuglant de l'hôpital, la lumière artificielle des open space, le contraste clair-obscur tout au long du récit. En tout cas, jusqu'à un final halluciné, enfumé, esthétiquement somptueux. Après avoir tourné en ridicule la police dans son précédent film d'enquête, ici Bong Joon-ho se moque allègrement de toutes les formes d'autorité censées guider un pays en pleine crise. Des autorités au mieux maladroites, sinon profondément incompétentes, et au pire carrément cyniques et cruelles. L'interventionnisme américain est également dénoncé et tourné en ridicule. Le personnage américain à l'origine de la catastrophe, le sergent qui combat ridiculement le monstre au début, par ego plus que par courage, le JT lors duquel l'armée américaine déclare la Corée incapable de résoudre ses problèmes toute seule. Le Yellow Agent, dispersé à la fin du film, peut être évidemment perçu comme une citation directe de l'agent orange, utilisé lors de la guerre du Vietnam. Mais le cinéaste n'oublie jamais pour autant de taper également sur son propre pays. Il avouera en interview pour Vulture que ce Yellow Agent fait également référence au lacrymo qu'il respirait constamment en étant étudiant. Une fumée opaque, étouffante, venant d'ailleurs décimer une manifestation à la fin du récit. De là y voir également un clin d'œil à la Yellow Door, son tout premier club de cinéma dont on a parlé la dernière fois, il n'y a qu'un pas. La société coréenne en prend également pour son grade, en étant présentée sous le personnage de l'oncle comme un système sacrifiant ses jeunes espoirs. Après ses longues études et son service militaire, il se trouve sans emploi, en colère après un pays qui ne lui rend pas le fruit de ses sacrifices et le traite comme un moins que rien. Cela dit, comme à son habitude, le cinéaste n'offre pas une vision manichéenne, avec les grandes méchantes institutions et les gentils héros bienveillants. Kang-ho est peut-être en pleine mission de rédemption pour sauver sa fille, il a peut-être souffert dans son enfance, mais il n'en reste pas moins un personnage imparfait. D'ailleurs, tout le pathos qui devrait découler des confessions tragiques de son père lorsqu'il s'endort est désamorcé par le comique absurde de la séquence. À la fin du récit, même les manifestants sont filmés avec un mélange de bienveillance et de moquerie assumée, inconscients du danger qui les guette et naïvement idéalistes. Sans être une plongée au cœur du mal absolu, comme l'était Memories of Murder, The Host reste la traque d'un monstre relevant et révélant la lâcheté, l'égoïsme, la délation et la cruauté dont l'être humain est capable envers son prochain. Et à l'épreuve de ce mal contre nature qui vient briser les liens familiaux, lever le vernis social, faire exploser la violence sous-jacente, reste cependant l'espoir d'en ressortir meilleur. C'est avec la rage violente qui explose enfin en lui que Kang-ho achèvera le monstre dans les tout derniers instants. C'est une fois trahi et blessé que Park Nam-il se sert de son expérience des manifestations, des jets de projectiles pour blesser la créature. Et c'est la défaite lors de son tournoi qui permet à Nam-joo de corriger son indécision et de tirer la flèche parfaite, sans trembler, sans tarder. C'est également dans l'antre même de la bête, du mal, que la jeune Yoon Se-ho fera preuve d'inventivité, d'intelligence, de bravoure, d'humanité, allant jusqu'au sacrifice ultime pour protéger plus petit et plus faible qu'elle. Là où le film n'a été que la répétition en boucle de l'autorité et la force écrasant tout ce qu'elle peut sur son passage, la véritable héroïne du film est certainement Yoon Se-ho. Un héroïsme spectaculaire qui passera pourtant inaperçu, séquestré dans les égouts. The Host sort en salle le 27 juillet 2006 et il devient un phénomène historique. Plus gros succès de l'histoire du cinéma coréen à l'époque de sa sortie, il écrase tous les records box-office et attire pas moins de 13 millions de spectateurs dans le pays, soit plus de 20% de la population complète de la Corée du Sud. C'est un tel phénomène culturel qu'une statue de la créature est érigée, ironiquement, devant la banque de la rivière Han. Pluie de billets verts, mais pluie de bonnes critiques également, ainsi que de récompenses dans diverses cérémonies. Premier film coréen à frôler les 90 millions de dollars de recettes mondiales, The Host écrase toutes les attentes. Son cocktail explosif d'humour noir, de suspense, de drame en fait à la fois le film le plus grand public de son auteur à l'époque, mais surtout un film qui porte radicalement l'empreinte Bong Joon-ho. Le cinéaste semble avoir trouvé la formule parfaite pour attirer le public en masse sans sacrifier une once d'intégrité de son cinéma. The Host, comme la plupart des films de Bong Joon-ho, est un film de genre qui porte un discours politique assumé. Ici, il aborde différents problèmes sociaux et écologiques. Tout d'abord, la métaphore la plus évidente, c'est le monstre. Véritable catastrophe environnementale, il détruit tout sur son passage.
Sa naissance a été provoquée par une pollution des eaux. Les premiers coupables de sa cavalcade meurtrière, c'est l'armée états-unienne, puisque ce sont eux qui ont déversé des déchets toxiques dans le fleuve. Vient ensuite la responsabilité du gouvernement, qui est prêt à tout pour cacher la vérité, diffuser de fausses informations et persécuter ceux qui ont été en contact avec le monstre. Ensemble, ces deux institutions se soutiennent par leurs actes et malmènent la population. Pour se déresponsabiliser de la catastrophe, le gouvernement rejette la faute sur un virus imaginaire. Ce complot, soutenu par l'armée états-unienne, sert à masquer le drame écologique et le massacre provoqué par leurs agissements. Comme souvent chez le réalisateur, c'est surtout la population la plus pauvre et la plus marginalisée qui subit les conséquences des décisions mortifères et pécuniaires des autorités. The Host parle donc de l'interventionnisme des États-Unis en Corée du Sud. Le film est parsemé de références historiques qui soulignent encore plus son discours. Comme dans le reste de la filmographie du cinéaste, les valeurs familiales sont mises en avant, mais ce sont surtout les valeurs du collectif. Tous les personnages que l'on suit sont imparfaits et malchanceux, individuellement. Mais quand ils s'unissent, alors ils gagnent leur combat. The Host montre que le danger vient avant tout de la violence d'État et de l'impérialisme, bien avant le monstre. En mélangeant les genres et les tons, c'est une œuvre qui est très singulière et qui s'affirme de plus en plus comme une référence du cinéma de genre contestataire des années 2000. Encore une fois, la question se pose, que faire quand on vient de battre tous les records possibles ? Bien des cinéastes auraient une fois de plus joué la sécurité. Un film grand public et spectaculaire dans la lignée de The Host, un vrai blockbuster taillé sur mesure pour réussir et finir d'asseoir définitivement son statut. Ou alors certains auraient demandé le financement d'un projet de rêve risqué et très coûteux, profitant d'être encore au sommet tant qu'ils le peuvent. Bong Joon-ho ne fera ni l'un ni l'autre. Une fois de plus, il reviendra là où personne ne l'attendait. Mother sera peut-être un habile mélange d'enquête, de comédie noire, de drame familial, pouvant sur papier évoquer un cocktail à la Memories of Murder. Cependant, l'exécution sera bien plus proche de la relative lenteur froide, de l'aspect volontairement mal aimable de Barking Dogs Never Bite. Et loin de la satire totale de ses deux précédents films, le cinéaste confie vouloir avant tout se focaliser sur un parcours intime et psychologique cette fois-ci. Les critiques sous-jacentes envers la police, le système judiciaire ou l'insécurité des femmes en Corée restent présentes, mais elles sont secondaires et s'effacent derrière une étude de personnages particulièrement poussée. L'idée de Mother germe dans l'esprit du cinéaste avec l'actrice Jae-ja Kim. Elle était le point de départ du film. C'est une actrice très connue du public coréen pour incarner des mères stéréotypées au grand cœur. Mais pour une raison étrange, je ressentais une face psychotique de son jeu. Une fois que je l'ai noté, j'ai voulu faire un film là-dessus, explorer les aspects psychotiques de sa personnalité. Mother reprendra donc le stéréotype de la mère courage pour s'interroger sur la limite entre amour inconditionnel et folie destructrice. Jae-ja Kim a beau être une actrice reconnue, elle demande dès le premier jour de tournage à ce que Bong Joon-ho la dirige comme si elle était une débutante. Le cinéaste commentera avec humour « Je suis quelqu'un de très intense quand je travaille, donc même si elle ne me l'avait pas demandé, je l'aurais quand même poussée dans ses retranchements comme une débutante ». Le tournage ne sera d'ailleurs pas de tout repos pour l'actrice, qui peinera par moments à aller chercher les sentiments extrêmes demandés par le cinéaste. Pour la séquence vers la fin, lorsqu'elle apprend la vérité sur le crime, il faudra 30 prises avant que Bong Joon-ho ne soit satisfait. Le tournage s'étire tant que la séquence se passe finalement de nuit, alors que le script prévoyait la lumière naturelle du jour. Bong Joon-ho demande également à ce que le design sonore soit encore plus soigné que d'habitude. L'équipe son mettra ainsi des jours entiers rien que pour trouver le bruit qu'il attend de l'instrument servant à couper les herbes dans la séquence d'ouverture. Le bruit des gants en plastique prendra également beaucoup de temps et de tentatives. L'idée était de proposer un univers sonore à la fois familier, réconfortant dans son évocation chaleureuse des sons du quotidien et pourtant profondément inquiétant. Mother mettant la musique bien en retrait par rapport à The Host, ce travail sonore est un enjeu technique majeur pour le cinéaste. Présenté à Cannes dans la section Un certain regard en avant-première, le 16 mai 2009, Mother racontera donc le parcours d'une mère surprotectrice qui se lance dans une enquête désespérée pour prouver
que son fils, atteint d'un handicap mental, n'a pas commis le meurtre dont il est accusé. Après le dynamisme pétillant de son précédent long-métrage, Bong Joon-ho revient à quelque chose de plus posé, contemplatif. Il retrouve ses longs plans fixes en extérieur, qui ancrent ses personnages comme faisant partie de leur environnement naturel. Loin de la ville qui servait de cage à ses personnages et aux monstres dans The Host, ici il retrouve les grands espaces vides, la campagne à la fois fascinante, mystérieuse et inquiétante de Memories of Murder. Sa mise en scène est plus posée. Ce qu'elle perd en énergie, elle le gagne en contemplatif et en immersion. Les plans larges, assez rares jusqu'alors dans son cinéma, se multiplient allant jusqu'à la toute première utilisation dans son cinéma du plan général qui vient amoindrir encore un peu plus des personnages déjà perdus et dépassés par les événements dans des décors immenses. On notera également le retour des fondus au noir très présents dans Memories of Murder jusqu'au tout dernier plan inoubliable, mais qui avait disparu de The Host. Encore un moyen de laisser le plan s'imprimer un peu plus longuement sur la rétine, jusqu'à la disparition moins brutale qu'une coupe nette. Mais c'est surtout sur le plan de l'écriture que Mother dénote dans la filmographie de son auteur. Comme dit précédemment, les ingrédients classiques sont là. Mélange de genres, de tons, de registres, critiques sociales sous-jacentes, personnages de perdants, récits doux amers, la formule semble être la même. À ceci près que Mother est probablement le film le moins aimable de son auteur. Celui qui prend le moins le spectateur par la main, qui ne lui épargne jamais le malaise, probablement le film le plus exigeant. Et aussi son premier film frontalement psychanalytique, grille de lecture qu'on retrouvera cependant dans ses œuvres suivantes, en particulier Parasite, qu'il l'utilise avec un recul cynique. Que la relation anxiogène entre une mère trop protectrice et son fils qu'elle infantilise se prête au symbolisme psychanalytique n'a rien de surprenant. La force majeure du récit tient justement dans sa façon de renverser le traditionnel syndrome d'Édipe. Ici, le désir n'est pas orienté du fils vers la mère, mais de la mère vers le fils. La thématique de ce symbolisme est annoncée d'entrée de jeu dans un dialogue qui paraît alors comique. 너 여자랑 잡았어? 나 여자랑 잤어. 여자 누구? 엄마. Le fils ne semble pas bien comprendre la question de son ami et répond par l'absurde. Le désir édipien n'est pas uniquement sexuel, c'est également un désir de possession, de pouvoir, d'influence. Ici, la mère, tellement symbolique dans son rôle attitré qu'on n'utilisera jamais son nom, désire conserver son pouvoir sur la vie de son fils. Définie par son rôle de mère, incapable d'exister sans cette identité, son amour outrancier semble avant tout mu par une pulsion de mort omniprésente. Pulsion que Do-jun lui rappelle d'ailleurs une fois emprisonné. Selon Lacan, la pulsion de mort est le silence dans la parole. Pas étonnant donc que les discussions entre la mère et son fils virent quasi systématiquement en dialogue de sourds, se perdent en silence. L'amour se transforme alors en obsession narcissique, un narcissisme qui ne trouve fin que de deux manières, selon les théories freudiennes, la parole, ici tenue en échec, comme nous venons de le voir, ou la barbarie. Ainsi, la finalité du récit, la solution de l'enquête, était annoncée d'entrée de jeu par cette lecture psychanalytique du scénario. D'autant que la mère du film n'a pas à se confronter à sa mauvaise conscience, de par son déni. Ce déni qui lui fait refuser d'admettre la capacité de son fils à être un meurtrier. Ce déni qui lui avait, semble-t-il, fait oublier qu'elle avait tenté d'empoisonner son fils plus jeune. Ce déni qui la poussera à commettre des actes terribles pour préserver l'image d'une relation mère-fils parfaite et saine à laquelle elle tient tant. Après nous avoir appris à avoir de l'affection pour un père absent, incapable de sauver sa fille dans The Host, et donc nous montrer que le bien peut surgir du pire, Bong Joon-ho renverse cette fois-ci le spectre moral. Mother nous montre le mal qui se maquille en bien, l'horreur sommeillant dans une action aussi valeureuse que de vouloir protéger et sauver son enfant. Une fois encore, Mother recevra une pluie de récompenses, de nominations en festival, de critiques élogieuses, et puis, alors qu'il semblait beaucoup moins vendeur que les deux précédents films du cinéaste, le succès commercial est tout de même au rendez-vous. Un peu plus de 3 millions d'entrées, rien qu'en Corée du Sud, soit le 6e plus gros succès de l'année sur le territoire. Salut à toutes, salut à tous, je m'appelle Thierry, je suis du podcast La Bobine Hurlante, je suis également un des membres du regretté podcast Certains Lamas Chauds et l'un des rédacteurs du site On se fait un ciné. Aujourd'hui, j'ai gentiment été invité par Cinescope pour vous parler de Mother de Bong Joon-ho.
Bon, pas forcément besoin de revenir sur le film, visiblement ça vous a déjà été expliqué, c'est plutôt pas mal, vous avez le synopsis, vous avez tout en tête. Et du coup, qu'est-ce que j'aime dans Mover et pourquoi j'ai autant voulu en parler cette fois-ci? Et ce que j'aime dans Mover, du coup, c'est la continuité qui se passe avec le cinéma de Bong Joon-ho. Depuis, on va dire, la nouvelle vague des années 2000, qui est portée par des réalisateurs assez reconnus, en tout cas à l'international. On va penser à Kim Ji-woon, on va penser à Park Chan-wook, on va penser à ce genre de personnes-là. On a un portrait, donc déjà, on a des thrillers assez efficaces, mais on a aussi un portrait de la Corée qui est assez cynique par ces réalisateurs. Bon, qu'il est déjà de toute façon dans le cinéma coréen en général. C'est un cinéma qui aime bien taper sur ses politicards et qui aime bien justement mettre en lumière beaucoup de problèmes sociétaux. Je dirais, c'est un peu pareil partout, mais en tout cas en Corée, on sent quand même pas mal qu'ils ont la rage sur certains points. On va voir de la débauche administrative qu'on voyait déjà dans Memories of Murder, avec justement là des policiers qui vont gentiment se dire on va accuser le premier mec qu'on voit. L'avantage pour nous, c'est que vu que malheureusement il a une déficience mentale, il peut signer les aveux quand on veut, il peut nous faire croire ce qu'on veut, et il pourra jamais vraiment témoigner de ce qu'il a fait ou pas. Donc c'est super facile de l'accuser. Voilà, donc on va avoir ce portrait très cynique avec des gens incompétents. On a également le portrait de l'avocat. En fait, on nous montre que toutes les strates administratives, judiciaires ou policières sont pas forcément aussi corrompues, mais en tout cas sont carrément incompétentes. On va surtout voir la manière dont tout le monde au final se sent floué par ce système au point de devoir se faire justice soi-même. C'est le cas de cette maman et c'est ce qui me pousse dans la deuxième chose que j'aime beaucoup dans Mother et dans le cinéma coréen en général, c'est le mélange des styles. Et oui, on a au début un film qui va te dire, on va te faire un film de procès assez classique avec cette maman qui veut prouver l'innocence de son gamin, va trouver un avocat, va essayer de le faire parler, va vaincre son handicap. Et puis, devant l'administration policière qui est assez incompétente, qu'est-ce qu'on fait? On transforme le film en thriller où elle va commencer à chercher les indices elle-même, se renseigner sur la victime, se renseigner sur comment on fait pour justement trouver le coupable, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et à partir du moment où elle commence à avoir les éléments, et là, je ne vais pas en dire plus, mais une fois qu'on a tous les éléments dévoilés, ça se transforme presque en film de vengeance. Avec le côté, puisque c'est ainsi, on va tout faire pour que ça se sache ou que ça se sache pas. Qu'en est-il? Et en tout cas, on a donc 3 portraits de l'amour maternel qui sera prêt à tout pour son fils, qui se fout en fait au final de ce qu'il est, de ce qu'il ressent, de son handicap, d'un côté dangereux aussi qu'il démontre par autre moment. Peu importe, c'est son môme, et quoi qu'il arrive, elle le sortira de là, quitte à sacrifier pas mal de son âme et de son éthique. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça montre un portrait qui est très intransigeant, avec lequel on n'est pas forcément en accord, avec lequel on peut être choqué, on peut être biaisé dans notre éthique, dans notre morale, mais on nous montre un portrait qui va jusqu'au bout de son idée. Et ensuite, c'est à nous de se faire justement notre propre idée. Mais évidemment, la réponse est surtout dans l'incompétence d'un système qui est une fois de plus montré et que l'on voit également dans The Host, que l'on voit également dans Parasite, que l'on voit également dans Okja, même tant qu'à faire. En tout cas, c'est quelque chose qui baigne dans le cinéma de Bong Joon-ho, qui lui tient énormément à cœur et que l'on retrouve évidemment dans Mother. Regardez Mother si vous en avez l'occasion. Si ça vous titille, regardez le cinéma de Bong Joon-ho, regardez Barking Dog Never Bites également, qui est un film assez difficile à trouver, mais qui vaut le coup. Monsieur Bong Joon-ho, il a pas de mauvais films pour l'instant. Espérons qu'il n'en ait pas plus tard. Et profitons-en tant qu'il est là et tant que ses films sont aussi savoureux à regarder. En 2005, alors qu'il était déjà en plein travail de pré-production sur The Host, le cinéaste trouve Le Transperce-Neige de Jean-Marc Rochette dans une librairie de Séoul. Fasciné dès les premières pages, il dévore l'intégralité de la série debout au milieu des allées de la librairie. Alors qu'il entame la promo de The Host, on lui demande ce que sera son prochain film, et Bong Joon-ho aborde déjà l'envie de faire une adaptation du Transperce-Neige, précisant que l'adaptation serait très libre pour entrer dans un récit de 2 heures et coller à une mise en scène cinématographique. Cependant, entre Mother et son segment du film d'anthologie Tokyo, aux côtés de Michel Gondry, Léos Carax, Bong Joon-ho se voit forcé de repousser le projet. Pendant ce temps, son compatriote Park Chan-wook se charge d'acquérir les droits de l'œuvre au compte de sa maison de production, Moho Films. Et c'est le 15 septembre 2010 que Bong Joon-ho achève la première version du script de Snowpiercer. Il écrira une deuxième version entre septembre et décembre, et c'est finalement le scénariste américain Kelly Masterson, dont Bong Joon-ho admire le travail sur 7h50 ce samedi-là de Sidney Lumet, qui débarquera en janvier 2012 pour finaliser la version finale du scénario. Les 2 hommes décident notamment d'éliminer une romance initialement prévue pour le personnage principal et allègent le récit. Entre 2010 et 2012 se jouent également les enjeux de financement.
On pense souvent que Snowpiercer est la première excursion hollywoodienne de Bong Joon-ho, notamment de par son casting. Cependant, c'est avant tout une production coréenne. Sur les 4 maisons de production, 3 sont coréennes et la 4e est tchèque. Si la Weinstein Company achète les droits de distribution américains, et on en reparlera plus tard, et Paramount les droits internationaux, Snowpiercer n'est pas un film hollywoodien. Ce qui explique au passage pourquoi Bong Joon-ho a gardé un contrôle créatif total sur le projet, et n'a pas été aspiré par la machine, comme l'a par exemple été son compatriote Kim Ji-woon sur Le Dernier Rempart, sorti à peu près à la même période. Avec un budget de 42 millions de dollars, Snowpiercer est le budget le plus coûteux de l'histoire pour une coproduction coréenne. Le tournage se déploie d'avril à juillet 2012 et la sortie coréenne se déroule enfin le 1er août 2013. Usé par la longueur du projet, Bong Joon-ho déclara à la presse coréenne avant la sortie du film « Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vaincu une terrible maladie, comme si des cellules cancéreuses avaient occupé mon corps pendant toutes ces années. » Mais alors Snowpiercer, de quoi ça parle ? Alors qu'une nouvelle ère glaciaire a frappé le monde en 2014, les derniers survivants de l'humanité sont réfugiés dans un immense train qui doit toujours rester en mouvement pour ne pas geler. Mais là où les wagons de tête vivent dans l'opulence et le luxe, les derniers sont ceux des miséreux. Jusqu'au jour où Curtis Everett, habitant du tout dernier wagon, prend la tête d'une révolution. Sur la technique, le cinéaste se fait clairement plaisir. Lui qui affectionnait tant les longs travelling dynamiques dès son premier long métrage, il peut cette fois-ci construire un récit entier qui réside autour du concept même de latéralité constante. De plus, le budget conséquent lui permet des extravagances inédites dans son cinéma. Un jeu incessant avec les décors, basculant à chaque wagon dans un nouvel univers visuel qui fait de Snowpiercer un renouvellement esthétique passionnant. On démarre dans l'atmosphère anxiogène d'un wagon terne, filmé tantôt en plan serré étouffant, tantôt en plan de groupe, montrant la bestialité d'humains traités comme du bétail. Puis on bascule vers d'autres univers. Le wagon du combat, le plus brutal, dans lequel Bong Joon-ho s'amuse avec les contrastes. Malgré la violence inévitable, il fait respirer plus que jamais son cadre, avec des vitres qui viennent aérer le champ de vision, tout comme les ralentis et la musique douce transformant les jets de sang et les coups de hache en une sorte de ballet grotesque. Le wagon salle de classe a quelque chose de risible et malsain, une sorte de berceau de la violence sociale inculquée aux classes moyennes par propagande sous la forme de comptines toutes douces. Les jardins, le wagon aquatique, la rave party, chaque étape donnera au cinéaste l'occasion d'innover, de surprendre, de jongler entre kitsch assumé et fascination, entre poésie et vulgarité cruelle. Cela permet aussi d'évoquer un changement de genre constant dans un film où le récit semblait le plus linéaire comparé aux précédents films de Bong Joon-ho. Mais ces expérimentations visuelles ne sont pas qu'un exercice de style, elles sont toujours au service du récit, de son propos, souvent par un symbolisme faisant écho au voyage de nos personnages. D'ailleurs, si l'on voyage au sein d'un univers post-apocalyptique, le film va bien évidemment détourner les codes du genre, dans la pure tradition du cinéma de son auteur. Le grand spectacle sera au rendez-vous, notamment le temps de quelques combats mémorables. Mais c'est surtout la tension en huis clos et les conflits humains et sociaux qui intéressent Bong Joon-ho. C'est plus particulièrement l'espoir de la jeunesse qui semble passionner le cinéaste. Contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier visionnage, la figure héroïque n'est pas Curtis, mais c'est bien la jeune Yona, incarnée par Ko Ha-sung, déjà la fillette de The Host. Ce qui peut décontenancer un spectateur non initié au cinéma de Bong Joon-ho, c'est justement à quel point Curtis échoue à être le héros valeureux stéréotypé qu'on pourrait attendre dans ce type de récit. S'il n'est pas vraiment le perdant magnifique qui occupe la filmographie de son auteur, il reste à des années-lumière du héros classique hollywoodien. Moralement ambigu, il avoue avoir commis des actes atroces en cours de récit. Il apparaît également comme n'étant qu'un pion prévisible de plus dans la machine à la fin du film. Ainsi, par les figures de Yona et Timmy, on comprend que le futur passera par les jeunes générations. Que même la volonté infaillible de Curtis est trop corrompue par la violence du transperce-neige et qu'il fait partie de tout ce qui doit disparaître pour que ce monde recommence sur de nouvelles bases. Dans un film classique, Curtis aurait simplement renversé le régime et établi une égalité utopique entre chaque wagon comme par magie. Ici, d'un point de vue rationnel, sa révolution est un échec. La seule chose s'approchant d'un happy end, c'est la décision que prend Curtis d'arrêter la machine. Une décision qui relève pourtant d'un échec glaçant. Le système tel qu'il existe, ce système symboliquement si proche du nôtre, ne peut pas être amélioré. Pour changer le cours des choses, la seule solution est de tout recommencer à zéro, d'éradiquer le monde qui existe et de laisser les jeunes générations tout réinventer.
On assistera donc à la sortie des deux enfants dans une sorte de renversement du symbolisme biblique exprimé par le concept même. On démarre le récit dans une arche de Noé sur rail, on le finit avec une relecture symbolique d'Adam et Ève, pour qui sortir du train fermé, un écho potentiel au jardin d'Éden clos, délimité, est finalement salvateur. Pour sa sortie, Snowpiercer mettra Bong Joon-ho dans une situation qu'il n'avait encore jamais rencontrée. La nécessité de lutter pour conserver son montage final. En effet, la Weinstein Company a racheté les droits de diffusion aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Fidèle à sa réputation de producteur bouché qui veut toujours interférer dans les processus créatifs des cinéastes, Harvey Weinstein prépare une version remontée pour ces territoires avec 20 minutes de coupé au montage et une voix off surexplicative. Scandalisé, Bong Joon-ho passera de longues semaines aux États-Unis à lutter pour préserver son film. Alors que les projections test de cette version raccourcie récoltent un accueil très frileux, le cinéaste se dit qu'il a gagné, que cela prouve que seule la version longue reste cohérente. A l'inverse, Weinstein ont conclu qu'il faut couper encore plus de scènes. En février 2014, après près d'1 an de bataille, la Weinstein Company annonce qu'elle sortira finalement la version intégrale du film. En Corée du Sud, le film sera un triomphe. Avec près de 9,5 millions d'entrées dans le pays, c'est à sa sortie le 2e plus gros succès local de Bong Joon-ho et le 2e plus gros succès coréen de l'année. Rien que dans le pays, il frôle les 60 millions de dollars, remboursant donc son budget colossal sans avoir besoin de l'international. Si la présence de stars hollywoodiennes laissait espérer un score solide aux États-Unis, le film n'y récoltera finalement que 4,5 millions de dollars, un score honorable pour un film coréen, mais très en dessous des attentes vu le casting. Par comparaison, il rapportera plus de 11 millions de dollars en Chine et même 5,3 millions de dollars en France, avec près de 700 000 entrées. Au total, le film aura récolté 86,8 millions de dollars dans le monde. Et pour confirmer l'immense fatigue qu'il subit à la sortie de ce projet, il disparaîtra à nouveau des radars pendant 4 ans. Pour ce principe d'invité dans Filmoscope, je me disais que ça pourrait être vraiment très intéressant pour chaque cinéaste de donner la parole sur un film à un ou une abonnée. Pour commencer ces invitations spéciales, j'ai donc fait appel à une abonnée que je connais particulièrement bien. Je vous présente donc Mélissa qui va vous parler de Snowpiercer. Je m'appelle Mélissa et aujourd'hui je vais vous parler de Snowpiercer. J'avais envie d'aborder avec vous l'enchaînement et la signification des couleurs dans ce film. Tout d'abord, c'est le noir qui nous emporte, quelques nuances de vert ou de bleu amenées par l'éclairage viennent coloriser les plans. Cette atmosphère aide le spectateur à ressentir la peur, l'angoisse et l'oppression des personnages. Il y a un travail de la colorimétrie qui tend vers le vert lorsque l'on voit les passagers des wagons de queue et cela vient en opposition avec le bleu utilisé par les soldats. Nous avons ici l'espoir qui vient se heurter à l'étouffement de la communication par l'oppression. L'arrivée de la femme en jaune dans le wagon apporte un peu de lumière au plan. Toutefois, l'effet rassurant et solaire du jaune disparaît complètement car le contraste avec le noir présent dans le reste du plan nous met mal à l'aise. Il a un effet d'avertissement pour le spectateur. Le jaune sous-entend dans cette séquence la tromperie du personnage et de celui qui l'envoie. Lorsque Curtis demande d'amener le feu dans le wagon ou un combat fait rage, l'utilisation du feu et de la couleur orange apporte un dynamisme à la séquence. L'œil va suivre automatiquement les points lumineux qui se détachent du fond noir. La symbolique du feu est très importante. Dans beaucoup de cultures orientales, le orange et le feu ont un pouvoir purificateur et libérateur. Et son utilisation lors de ce passage nous aide à comprendre que pour les passagers des wagons de queue, c'est un renouveau qui s'offre à eux, car le plus dur est censé être derrière eux. Mettons-nous maintenant à la place de Yuna, qui est née dans ce train. La découverte du wagon aquarium, baigné dans ce bleu, aide son esprit à s'apaiser. Les wagons précédents et leurs épreuves paraissent loin. On a même l'impression qu'elle les a oubliés. La raison est simple. Le bleu est l'une des couleurs les plus puissantes. Elle favorise l'imaginaire, la résilience, aide à retrouver le calme et dans ce cas un semblant de confiance en l'humanité, malgré le chaos des paysages qui défilent devant les yeux des personnages. Enfin, nous avons le blanc, symbole de pureté, de divin, de perfection. Lorsque Mason fait référence à Wilford ou à la machine, nous baignons dans ce blanc, car pour elle, Wilford n'est rien d'autre qu'un dieu à qui elle doit la vie. De même, lorsque Curtis va à la rencontre de Wilford dans le wagon de tête, nous voyons ce halo blanc omniprésent qui symbolise la perfection de ce mécanisme qui a permis de garder la vie sur la Terre. Lorsque Wilford veut donner à Curtis la responsabilité de l'humanité, ceux-ci ont le visage exagérément blanc et surexposé pour coller à leur statut faussement divin.
Mais quand tout humain se prenant pour Dieu, la part d'ombre de Wilford le rattrape. Son halo divin disparaît lorsqu'il fait comprendre à Curtis que l'exploitation des plus petits fait partie de ce système et qu'il n'en sera jamais autrement. Nous ne voyons plus qu'un homme vieux, seul et orgueilleux. Merci à toutes et à tous une fois de plus d'avoir suivi cet épisode. Merci de soutenir ce format, merci aux invités qui ont participé. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter vraiment pour l'algorithme, c'est super important. De partager, vous pouvez me soutenir sur Tipeee si vous le voulez. On se retrouve dans 2 semaines pour la 3e partie, on fait une petite pause cette fois-ci. Et donc on se retrouve dans 2 semaines pour parler notamment de Parasite et Okja.